Bonjour, je vais vous présenter les collections en Java. Commençons par les collections linéaires. Dans ce genre de collection, les éléments sont organisés un après l'autre, d'une manière séquentielle. Chaque élément est accédé grâce à sa position qui est indiquée par un indice ou ce qu'on appelle un index. Les opérations d'ajout, de suppression, de modification, donc on peut y appliquer recherche d'éléments, tri. Les collections linéaires ont des tailles ajustables. Des exemples, donc, vous avez les listes. Des exemples de listes, c'est les array lists, les linked lists, tableau dynamique et listes chaînées. Vous avez les piles aussi, les classes stack et array de queue, ainsi que les fils, la classe priority queue. Les piles. Dans les collections de genre piles, qui sont des collections linéaires, les éléments sont ajoutés et supprimés uniquement au sommet de la liste, donc juste dans une seule extrémité. Ça suit la règle LIFO. Ça veut dire last in, first out. Ça veut dire dernier entré, premier sorti. Au niveau des éléments, quand ils veulent être ajoutés ou supprimés, c'est représenté verticalement. La partie supérieure, c'est la tête. C'est là où les éléments sont ajoutés ou supprimés. C'est illustré par ce schéma. Donc, la pile est verticale. On ajoute un élément au sommet. Et donc, le sommet change de position. Il devient le nouvel élément qu'on vient d'ajouter. Si on veut enlever un élément, le sommet change de position. Et évidemment, il devient un élément plus bas. Les méthodes de la classe stack qui représentent les piles en Java, c'est du package java.util. Vous avez donc plusieurs méthodes qui caractérisent les piles. Vous avez la méthode push élément qui permet d'ajouter un élément de la collection au sommet de la pile. On appelle ceci empilé. Vous avez la méthode pop. La méthode pop supprime un élément toujours du sommet de la pile. Toujours, c'est au sommet. On appelle ça l'opération dépiler. Elle le retourne également. Le pick, ça retourne l'élément. C'est l'équivalent d'un get, mais c'est l'élément du sommet qui est retourné. Empty, ça détermine si la pile est vide. C'est un booléen, ça retourne un booléen. Search, c'est une opération de recherche, une méthode de recherche. Donc, ça va retourner la position de l'élément qui est en paramètre dans la pile. Size, c'est pareil, comme pour les autres collections. Ça retourne le nombre d'éléments de la pile. Vous avez plus de méthodes dans les liens au niveau de l'API de Java. On a également, dans le même package, la classe array de queue qui représente les piles aussi. Un exemple pour illustrer l'utilisation d'une pile stack. Donc, on crée un objet stack d'entiers. On va empiler deux entiers un après l'autre. Ensuite, on peut afficher la taille de la pile. On va enlever un élément, donc on va dépiler l'autre et on affiche de nouveau la taille de la pile. Maintenant, les fils. Une autre catégorie de collection linéaire particulière dans le fait que l'insertion d'éléments se fait à une extrémité qui s'appelle la queue et le retrait d'un élément, ça se fait à l'autre extrémité qui s'appelle la tête. Donc seulement les deux extrémités qui bougent, d'accord? La règle FIFO, ça veut dire first in, first out. Première entrée, première sortie dans une file. C'est comme dans les files d'attente, dans les magasins, d'accord? Première entrée, ça va être lui le premier sorti. Voici comment on illustre une file, on appelle surtout généralement une file d'attente. Donc vous avez la représentation verticale, les deux extrémités, la queue en bas, la tête en haut. Alors lorsqu'on veut ajouter un élément, il va s'ajouter en bas, au niveau de la queue, toujours, d'accord? Et lorsqu'on veut enlever un élément, c'est la tête qui va sauter. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, les fils dans Java, c'est la classe priority queue. C'est toujours dans le package java.util. Alors, vous avez comme méthode la méthode add qu'on connaît déjà, qui ajoute l'élément dans la file. Pick, ça va retourner la tête de la file
Et poll, ça retourne et supprime la tête de la file. Voilà. Itérateur, ça retourne un itérateur pour permettre de parcourir la file. Vous avez ici un exemple simple d'un objet priority queue qu'on va créer ici. D'accord? Alors, à partir de la classe priority queue, les éléments, c'est des entiers. On doit mettre integer, n'est-ce pas? Le constructeur. Et nous avons notre objet file. On lui a ajouté avec la méthode add 2 éléments. Ils vont s'ajouter l'un après l'autre. Et on affiche donc la file, sa taille, qui est à 2 normalement, poll, d'accord, la méthode, on appelle la méthode poll et la méthode size, qui sont les méthodes donc de cette classe. Passons maintenant aux collections non linéaires. Dans ce type de collection, eh bien, les éléments ne sont pas organisés un après l'autre, comme dans une collection linéaire. Il n'y a pas de notion d'index pour positionner, ni pour accéder à un élément. Par contre, il y a les mêmes opérations d'ajout, de suppression, de recherche, etc. Et évidemment, elles sont implémentées différemment. Vous avez des exemples de classes de collections non linéaires en Java, les ensembles, les cartes ou les maps, puis les arbres, et les classes Java associées. Vous avez ici le schéma des classes Java collection. Donc, vous avez au sommet la classe collection. OK? Vous avez la classe collection qui est le sommet de pas mal de classes, puis à part le sommet qui est l'interface map qui donc vous voyez les classes qui héritent de map, hmap et htable, alors que les interfaces collection et liste, ben, elles sont héritées par les ArrayList, LinkedList d'abord, donc ça c'est ce qui hérite list, de l'interface list. Les H7 et les TreeSet, elles héritent AbstractSet qui hérite de collection. Voilà. L'hiérarchie des interfaces dans les collections Java, donc vous avez les objets de type list, donc qui héritent de l'interface list. Ils vont servir à stocker des objets sans condition sur la façon de les stocker. D'accord? Donc les ArrayList et LinkedList, elles héritent de cette interface list. OK? Maintenant, les objets qui héritent de l'interface set. Il y a une condition. Les classes, des exemples de classes qui héritent de ça, c'est H7 et TreeSet. La condition, c'est que ça n'autorise pas 2 fois la même valeur. Les doublons ne sont pas acceptés, donc 2 valeurs identiques dans ce genre de collection sont interdites. Et les objets de type map, c'est les cartes, elles, donc qui héritent de l'interface map. La condition, c'est que ça utilise un système clé-valeur, donc une clé et une valeur, pour stocker les objets qu'elles contiennent. Et vous avez ces exemples de classes qui héritent de l'interface map. Alors, parlons des collections de type set. Ce sont des collections non linéaires. Okay? Et la classe H7 est un exemple d'une telle collection. La particularité des collections qui héritent de l'interface set, finalement, c'est qu'on stocke des valeurs sans qu'elles soient en double dans une collection de ce type. Pas de doublon permis. Si jamais on essaie d'ajouter avec la méthode add une valeur qui existe déjà dans la collection, la méthode add, ça retourne un booléen. Et donc, ça va retourner false pour dire simplement que c'est une valeur qui n'est pas acceptée parce qu'elle existe déjà dans la collection. Donc, c'est important de valider toujours la valeur retournée par la méthode add quand on ajoute un élément. Autre particularité des collections de ce type, c'est qu'on peut les parcourir avec un objet. Donc, on peut parcourir un objet H7 avec un itérateur. Un itérateur, c'est une interface, d'accord, et cet objet peut être retourné par une méthode itérateur et ça permet de faire des parcours de collection. Un exemple d'utilisation de la collection H7, vous avez ici la création d'un objet de type de cette collection. On lui a ajouté donc 3 éléments qui sont des chaînes de caractères. Lui, problème, l'élément existe déjà. D'accord? Donc, ce qui va se passer, il va tout simplement ne pas être ajouté. Si on veut être prévenu de ça, il faut utiliser un if, puisque la méthode add retourne un booléen. Ensuite, pour parcourir la collection, on utilise un itérateur. Un objet itérateur qu'on obtient à partir de la méthode itérateur appliquée à notre objet collection. Et on peut parcourir avec les méthodes hasNext et next la collection.
Maintenant, les collections non linéaires de type map, de type carte, d'accord? Elles ont la particularité que ça associe toujours chaque objet de la collection, il y a une clé et une valeur, ok? La clé est unique et c'est ce qui permet de retrouver les valeurs dans cette collection, d'accord? La valeur, elle peut être double ou triple, il n'y a aucun problème, c'est juste la clé qui doit être unique, qui doit avoir une valeur unique dans la collection. Un exemple de collection de ce type, c'est hashtable. Faites bien attention, le T n'est pas majuscule. Ça s'appelle une table de hachage, d'accord? Alors, les deux types pour la clé et la valeur doivent être précisés dans la définition. Vous avez ici un exemple. Donc, dans un hashtable, on met entre chevrons, on commence par le type de la clé et on fait suivre le type de la valeur. Et ça définit une collection. On va voir un exemple d'utilisation d'un objet hashtable. Voilà qu'on l'a créé ici, notre objet, mon hashtable, à partir de hashtable avec une clé entière et une valeur chaîne de caractères. On a utilisé la méthode put pour ajouter. Alors, c'est la méthode put qui permet d'ajouter une paire clé-valeur. Ça, c'est la clé, ça, c'est la valeur. Vous remarquerez qu'on doit ajouter un objet et non pas une valeur simple. Un objet, une valeur, un objet, une valeur, d'accord? Et ainsi, on a ajouté plusieurs éléments dans cette hashtable. Si jamais on a ajouté une valeur de clé qui est identique, ça nous aurait été refusé. Alors, donc pour parcourir un objet hashtable, il faut d'abord obtenir une collection de type ensemble, ok, qui est obtenue par la méthode kset, qui retourne un objet collection. Et ensuite, on peut parcourir cette collection, c'est une collection des clés en fait de l'objet, pour obtenir les valeurs associées à chacune des clés. Vous avez ici un exemple pour illustrer. Alors, un for, où on récupère un entier clé qui est de la collection retournée par la méthode kset, appliquée à notre objet collection, et ensuite on peut accéder aux valeurs de chaque clé. Nous allons maintenant illustrer avec un petit tableau comparatif les trois principales interfaces qui sont héritées par les classes de type collection, n'est-ce pas? List, set et map, ce sont les trois grandes catégories. List, c'est l'interface qui est héritée par les collections linéaires, array list, linked list, stack, les piles et les fils, ok? Et leur description, elles ont toutes en commun que les éléments sont positionnés par un index, sont positionnés et accédés par un index, et les éléments sont organisés de manière séquentielle. Les collections qui héritent de l'interface set, c'est ce qu'on appelle des ensembles. Ben, ça n'autorise pas la même valeur, ça n'autorise pas les doublons, et l'index est sans importance. Vous avez H7 et TreeSet des exemples, comme exemple. Puis vous avez l'interface map, c'est l'interface qui est héritée par les collections de type carte ou map. Vous avez ces trois ici exemples. Leur caractéristique, c'est que vous avez une paire clé-valeur et il n'y a pas d'index